que ce problème soit résolu par la SONED pour qu'il puisse appliquer à la lettre les recommandations des autorités sanitaires telles que se laver les mains pour se protéger contre cette maladie. On nous dit d'observer les mesures mises en vigueur contre le coronavirus. Mais comment alors que l'eau ne coule plus dans les robinets il y a à peine 2 mois? On n'a pas assez d'eau pour laver les mains à chaque fois. Nous félicitons le gouvernement pour les mesures mises en place en vue de freiner la propagation du coronavirus. Mais nous qui sommes dans les quartiers reculés, on ne peut pas suivre ces mesures à cause des problèmes quotidiens. Les mesures de prévention du coronavirus dans les bidonvilles n'ont pas eu des effets escomptés. Il est temps que les autorités s'impliquent davantage dans une campagne de sensibilisation pour y arriver. En effet, dans la capitale et ses environs, certains habitants ont du mal à s'approvisionner en eau. Des camions-citernes vont donc sillonner ces quartiers pour en distribuer. Reportage de Halidi Mzouri et Ibrahim Mkababo, récit de Moine Djouma Papa Ali. 10 camions-citernes sont retenus par la Société nationale d'eau, SONED, pour approvisionner ces denrées très prisées dans la vie quotidienne des ménages. Les quartiers concernés sont ceux dont les robinets ne coulent. Il s'agit de Sanfil, Itsandra et Mouzini. Cette opération vise à aider la population en cette période de prévention, recommander à tout un chacun de se laver les mains pour se protéger contre le Covid-19. Les ménages les plus concernés sont ceux qui achètent de l'eau chaque jour pour pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens. On est tous heureux là, on est tous heureux, parce qu'on avait mal déjà, parce qu'on a entendu dire qu'il faut se laver les mains et se baigner, pourtant on n'a pas de l'eau là, comment on peut se baigner et se laver les mains? Et maintenant on a de l'eau, même si c'est peu, mais on a ce peu là. La distribution de l'eau par la Société nationale d'eau dans ces quartiers est un geste salutaire. La population souhaite que ces actes se poursuivent même dans les autres périodes, plus particulièrement lors de la sécheresse. Les enfants ne vont certes pas à l'école en cette période, mais ont d'autres lieux de rassemblement, comme à la plage d'Itandra où Sofia Hassan a fait un tour. Suivez donc son compte-rendu. Certes, les écoles sont fermées, une parmi les mesures préventives prises par l'autorité gouvernementale afin d'éviter le Covid-19 aux Comores. Mais il semble que les enfants considèrent ceci comme des vacances et semblent inconscients du danger que ce rassemblement pourrait déclencher. Pour eux, ne pas se rendre à la plage d'Itandra un dimanche qui marque la finale d'un match serait de craindre la maladie. Ceci témoigne le manque de sensibilisation chez les jeunes. Les autorités compétentes du pays ne cessent de prendre des mesures préventives afin d'éviter le Covid-19 aux Comores. Les parents sont appelés à veiller à ce que leurs enfants restent à la maison pour les épargner de tout danger. Se protéger, c'est aussi protéger les autres. Masques et gels hydroalcooliques sont parmi les produits dont la population a besoin pour la prévention du Covid-19. Ils deviennent de plus en plus rares. Pour cela, Ibn Mohamed est allé à la rencontre d'un pharmacien de la place. Voici leur entretien. Le docteur Ejab Ben Ali, docteur en pharmacie. Bonjour docteur. Bonjour. Dans cette période d'épidémie Covid-19, en tant que membre de l'ordre de pharmacie, avez-vous de stockage de gel? Nous n'avons pas de masque en stock, on n'a pas de gel hydroalcoolique en stock. Donc c'est des produits qu'on avait en petite quantité au début, en début de mois. Donc là on a passé plusieurs commandes, tous les fournisseurs nous ont démontré qu'ils ne peuvent pas nous fournir. Et docteur, dans quel moment peut-on utiliser les masques? Les masques, normalement, on l'utilise
on l'utilise à la maison. S'il y a quelqu'un qui éternue, quelqu'un qui a les symptômes de la maladie ou juste des éternuements ou qui a une toux, pour protéger les autres. Donc là, quand on a les signes de la maladie que tout le monde connaît maintenant, là, on contacte le 17-17, mais les masques, on les utilise pour protéger les autres, quand on tousse ou quand on éternue. D'ailleurs, quand on n'a pas de masque, on éternue dans le coude comme ça ou bien dans un mouchoir jetable. Donc là aussi, le masque est utilisé par le personnel médical. Le personnel médical qui est en première ligne, ils sont obligés d'utiliser des masques. Et actuellement, quelles sont les mesures prises par les pharmaciens? Entre pharmaciens, on a pris des résolutions qu'on a présentées au ministre. Donc après réunion avec Madame la ministre, elle nous a donné son accord pour pouvoir les appliquer. Donc à l'entrée, vous avez vu, on a un seau qui est rempli d'eau et de savon, d'eau savonneuse. Donc on invite, on n'oblige pas, on invite les patients qui viennent à la pharmacie de se laver les mains avant de venir et de se laver les mains après. Donc nous, on désinfecte les poignées de porte à chaque 30 minutes. On a essayé de mettre un marquage au sol pour inviter les patients à se mettre à mettre l'un derrière l'autre. Et on serre les clients par la fenêtre. Donc là, on ne les serre pas par la porte, sauf en cas de nécessité. On éduque les gens, on leur explique. On sait que c'est comme des séances d'entraînement pour que si jamais il y a de maladie ici, les gens s'habituent déjà à pouvoir se tenir l'un derrière l'autre à 1 mètre de distance et puis de suivre l'ordre et puis de respecter l'accueil. Il y a des gens qui viennent juste après, ils essaient de passer devant tout le monde. Les gens puissent respecter l'acheminement vers la fenêtre pour être servis. Que Dieu ne le plaise, au cas où il y aurait un confinement, comment vous allez travailler? Je crois que ce sont des mesures qui sont relativement suffisantes. Là, on attendra les décisions des autorités, surtout le ministère de la Santé. Si nous donne d'autres recommandations, on va les rajouter à ce qu'on fait déjà. Mais je crois qu'avec ce qu'on fait déjà, c'est suffisant. Le chloroquine fait un débat actuellement. Que dites-vous? Moi, je ne suis pas contre qu'on utilise la chloroquine parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative. Là, le problème qui se pose maintenant, si l'État décide dans les protocoles qu'on va mettre en place, si jamais il y a des cas aux Comores, si on doit utiliser la chloroquine, la question va se poser. Parce que nous, on n'a pas de stock. Moi, j'ai une commande qui est arrivée hier. J'avais des lignes sur cette commande. Il y avait chloroquine, plaquenil, etc. Je n'ai pas été livré. Il me semble que je ne vais pas en recevoir. Votre avis par rapport à ceux qui se permettent d'utiliser des médicaments sans l'avis des médecins? L'automédication, c'est possible, mais dans un cadre bien réglementé. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments qu'on peut donner. Genre, le patient il a besoin d'un Doliprane, on ne va pas lui dire d'aller à l'hôpital pour avoir Doliprane ou il a besoin d'un Fervex. C'est-à-dire il y a des médicaments que lui, il a le droit, il peut acheter à la pharmacie. Mais il y a d'autres qu'il ne peut pas. Par exemple, on a marqué sur nos comptoirs à l'intention des clients qu'eux, ils n'ont pas le droit d'avoir des antibiotiques sans ordonnance. Donc, parce que tous les jours, on reçoit des clients qui demandent des antibiotiques. On leur dit que ça ne se fait pas. Quelqu'un qui a besoin d'antibiotiques, c'est le médecin qui le décide. Donc, il y a un slogan en France, on disait là-bas, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Donc, nous, on essaie d'accompagner les médicaments qu'on donne aux patients sans ordonnance avec des recommandations pour que ces médicaments ne cachent pas quelque chose de plus grave. Donc là, je reviendrai sur la chloroquine. Nous recevons beaucoup de clients qui viennent nous demander la chloroquine, soit au téléphone, soit ils se présentent directement, ils demandent si on a de la chloroquine. Donc ça, c'est un médicament que nous n'allons jamais délivrer sans ordonnance. D'ailleurs, on ne l'a pas. Je ne crois pas qu'on va le recevoir. Mais au cas où quelqu'un arrive à s'en procurer des doses, il ne faut pas qu'il s'improvise médecin à la maison. Genre, il suspecte quelqu'un de la famille qui a le coronavirus, etc. Il essaie de le traiter avec le chloroquine à la maison. C'est très dangereux. Dans un tout autre volet de l'actualité, à Ouzio, les habitants se livrent à des activités agricoles pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Pour en savoir plus, suivez ce reportage commenté par Azhar Mbaye.
Cette zone qui se situe près de la localité d'Ouzio est à réputation agricole. Elle regorge une grande quantité de produits, toutes variétés confondues. Certains paysans du secteur agricole peuvent se subvenir à leurs besoins grâce à ces activités agricoles. J'ai hérité de mes parents ces activités génératrices de revenus, grâce auxquelles je prends en charge les frais de scolarité de mes petits frères et sœurs. À l'heure actuelle, je m'occupe de mes enfants et cela grâce à ces activités agricoles. Les agriculteurs sollicitent l'appui du gouvernement pour améliorer ce secteur. Une zone agricole très vierge qui manque de motivation pour permettre aux jeunes de s'émanciper, de mettre leur force à produire pour leur avenir. Donc ça serait mieux s'il y aura des volontaires de venir dans cette zone accompagner la manutention. Parce que la région est très vierge. On a tout, on a des atouts. Ça manque des moyens de support pour créer des pépinières et produire en quantité. Notons que ces terrains appartiennent à l'État. Cela témoigne le souci du gouvernement de les accompagner pour la promotion de leurs activités. Effectivement, une politique d'investissement dans le domaine agricole pourrait motiver les jeunes à s'adonner à ces activités génératrices de revenus. La route menant vers Ouzio et Batsad est dégradée, difficile d'accéder à ces deux localités. Les habitants ont du mal à se rendre à la capitale, une situation pour le moins difficile pour eux. Reportage de Saïd Magaga, récit de Swadri Saïd. Ouzio et Batsa, deux localités de la région de Mitsamiouli, coupées des autres régions. Depuis 1992, la route de ces localités n'a bénéficié d'aucun entretien. Les habitants qui s'activent pour la production des produits agricoles ont du mal à écouler leurs produits pour cause de la dégradation de la route. Une route vraiment délabrée d'une manière à ce qu'on ne peut pas évacuer ni les malades, ni la facilité d'amener nos produits agricoles vers les marchés. Donc nous veillons, nous proposons ou bien nous prions aux gouvernants et aux gouvernés, ceux qui en ont vraiment l'amour de revoir passer dans notre route ici, entre Mitsameouli vers Hamame, soit dans le haut plateau qui passe de l'Axalé vers Bata Ouzio jusqu'à Mbwenkou à Mbeni, ou bien ceux qui dépassent Iwani jusqu'à Nrouli, revoir cela jusqu'à Chezani. Donc ces deux routes, vraiment c'est inaffranchissable. Nous éprouvons d'énormes difficultés pour pouvoir circuler ou changer des pièces chaque jour, car nos voitures ne résistent pas. Nous appelons les autorités de nous venir en aide pour nous faciliter la circulation. Pour une libre circulation, les habitants appellent les autorités chargées de l'aménagement du territoire à leur venir en aide pour la réhabilitation de leur route. Un nouveau patron à la tête de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, succédant ainsi à Dr Abdou Katibou. Les défis sont nombreux. Pour pouvoir attirer des investisseurs ici aux Comores, il faut que nous, État comorien, nous ayons ce qu'on appelle un environnement des affaires propice à l'investissement. Il faut que les personnes qui arrivent ici aient des infrastructures efficientes. Il faut que les personnes qui viennent ici puissent faire face à une administration efficace. Et beaucoup de défis à relever dans ces domaines-là. Mais nous menons des actions pour améliorer cet environnement des affaires.
Ça prend du temps, bien entendu, mais nous avons une méthode que nous mettons en œuvre et nous y arriverons avec le soutien des autorités parce que c'est le plus important. Il faut que les autorités nous soutiennent dans ces décisions que l'on prend et qui nous accompagnent à les mettre en œuvre sur le terrain. Nadjati Swadi qui devient alors directrice de l'AMPI avec des ambitions et des projets pour la promotion des investissements aux Comores. Clôture d'une formation organisée par l'Union des chambres de commerce consacrée sur le paiement des impôts et comment élaborer les documents nécessaires. Je vous propose ce reportage. L'objectif de cette formation organisée par l'UCCIA est de permettre aux participants d'être en mesure de calculer eux-mêmes les différents impôts et taxes auxquels ils sont soumis. Elle avait aussi pour but de permettre aux agents de savoir remplir les différents imprimés de déclaration des impôts et taxes. Cette formation a vu la participation de 29 représentants de différentes entreprises. Une formation qui a débuté le 23 mars, donc du 23 au 27. Il faut dire que cette formation rentre un peu dans le cadre d'un partenariat que nous avons initié avec la direction, la GID, avec la direction des impôts. Un partenariat qui vise à assurer une certaine circulation de l'information, à assurer une certaine facilitation. Les participants se sont réjouis d'avoir suivi cette formation car ils ont bénéficié beaucoup de choses qu'ils ignoraient. La formation s'est bien déroulée. On a eu la chance d'avoir un bon formateur parce que ce n'est pas que vous suivez une formation que vous avez la chance d'être acquis, mais le formateur qui nous a enseigné depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, je peux dire qu'il est le meilleur parce qu'il nous a montré comment bien travailler, comment bien déclarer ses impôts et surtout comment bien les calculer. Parce que ce n'est pas que tu déclares ces impôts, que tu les calcules à la bonne manière. Tu peux faire tes impôts, mais tu as une ambiguïté, tu ne sais pas comment les calculer ou bien il y a des erreurs minimes qui apparaissent dans les déclarations. Mais lui, il nous a ouvert les yeux, il nous a montré comment bien présenter son déclaration des impôts et surtout comment bien le calculer. C'est une formation très enrichissante que nous allons prendre compte, que nous allons en tenir compte tout au long de notre travail. Cette formation va permettre aux participants de bien faire le travail sur les impôts. Oya Group continue les formations et les séances de coaching au bénéfice des porteurs de projets pour les aider à créer leur propre emploi. Voici le reportage. 6 professionnels de différents champs d'intervention ont bénéficié de cette formation dispensée par l'Oya Group. Portant sur des thématiques variées et structurées, cette formation permettra à ses bénéficiaires de devenir des formateurs professionnels à l'échelle nationale qu'internationale selon leur domaine professionnel. Une idée trouvée par le fondateur de l'Oya Group afin d'accompagner les professionnels de tout genre et ceux qui veulent se lancer dans les affaires à disposer les outils nécessaires pour la réussite de leurs activités, mais aussi de constituer une synergie de formateurs nationaux capables de répondre aux besoins en formation qui s'imposent sur le marché national. On veut former des formateurs au niveau national pour qu'on n'ait plus besoin d'aller chercher des formateurs extérieurs, alors qu'on a des gens au niveau local qui ont des compétences, qui ont de l'expérience dans leur domaine. Maintenant, il leur manquait tout simplement comment transmettre ces compétences. Donc en 3 jours, nous avons appris comment créer une formation, concevoir une formation, comment animer une formation pour que ça soit andragogique et pédagogique, très outillé, très professionnel, et comment faire un suivi de ces formations-là. Donc voilà, l'objet, c'était vraiment de former les futurs formateurs au sein du groupe et au sein du pays au niveau international si possible. Un des bénéficiaires se réjouit de la bonne conduite de cette formation et des résultats obtenus. On est venu apprendre comment former. Les travaux se sont bien déroulés. On a acquis les éléments importants pour nous permettre d'être efficaces.
À partir de cette formation, on est capable de former des gens sur différents domaines, parce que chacun a son domaine d'intervention. En ce qui me concerne, j'interviens en qualité de manager pour que chacun fait son travail en respectant la loi et les normes de travail, ce qu'on appelle le travail décent, pour que l'employé se sente bien avec son employeur. Voulant respecter les normes sanitaires en cette période de crise, le IA Group a procédé à un tri sélectif de 6 personnes selon leurs aptitudes et compétences pour éviter de rassembler plusieurs personnes. Sachant que durant ces 3 jours de formation, le IA Group a respecté les mesures hygiéniques recommandées par le gouvernement, notamment la distanciation de 1 mètre durant les travaux. Ces certificats de mérite et de dévouement démontrent que les bénéficiaires de cette formation sont à partir de ce jour des formateurs professionnels. La consommation de la drogue et autres stupéfiants, un véritable fléau qui met en danger la vie de nombreux jeunes, dont la plupart deviennent mentalement instables. Des agents de la brigade antidrogue multiplient les descentes sur le terrain à la recherche de ces jeunes et de leurs dealers. Reportage de Nafissa Ahmada et Ahmed Nassor. Appelé communément chimique, ce produit est utilisé par des jeunes inconscients du danger qu'ils encourent. C'est un mélange de paracétamol, tabac et cannabis pour produire cette chimique. Tenant compte du taux élevé de ceux qui en prennent, la brigade antidrogue a pris une série de mesures pour contrecarrer ce fléau. C'est un produit très dangereux et le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la Sûreté nationale et la brigade antidrogue et le parquet, on a mis en place un système ensemble pour essayer d'arrêter tous ces produits qui sont en train de détruire la jeunesse comorienne. Ces gens-là, ils n'ont rien. Parce qu'il faut qu'ils volent pour trouver de l'argent pour acheter ces produits. Donc moi, je les conseille, avec leurs parents, de venir nous signaler à toute personne qui vend ces produits. Comme ça, on va prendre les mesures nécessaires pour essayer d'arrêter ces produits dans notre pays. Cette situation très inquiétante préoccupe tout un chacun, vu que ce sont les jeunes de 14 à 19 ans, beaucoup plus concernés. Nombreux sont les jeunes qui ont perdu leur mémoire pour cause de ce produit nuisible à la santé, un obstacle pour la sécurité nationale. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été au rendez-vous. Retrouvons-nous dans une semaine pour de nouvelles éditions sur ORTC.